Toujours fidèle à ce grand rendez-vous de Kinshasa Direct, bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Nous allons revenir sur cette question de la Constitution. En prévision du changement de la Constitution, la loi référendaire, le projet de loi référendaire a été adopté au niveau de l'Assemblée nationale sans élus de l'opposition. Quelle analyse faire sur cette situation? On va en parler avec un juriste et analyste politique, Bob Ngoy, qui sera de notre, évidemment, vous le savez, le mondial. Oui, ce mondial à laquelle participe également la République démocratique du Congo, donnera son coup d'envoi demain à minuit. Et oui, la RDC prendra part à cette compétition, a déjà eu le temps de se préparer, d'affûter ses armes avec les rencontres amicales, notamment avec un match nul, mais également la défaite d'hier contre le Chili, 2-1. On va ici analyser non seulement la préparation des Léopards, mais aussi cette Coupe du Monde en forme de tension, des refus des visas. Il faudrait l'évoquer ici sur le plateau. On va le faire avec Christian Bokaya, analyste maison. Bienvenue, l'actualité à chaque heure, à toute heure. C'est la particularité de Télé 50, les titres d'actualité avec Damaris Kayembeki. Je dis bonsoir. Bonsoir Arlette, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. En visite officielle au Caire depuis le 9 juin, le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et experts, œuvre au renforcement du partenariat stratégique entre la RDC et l'Égypte. Au cœur des échanges figure la coopération militaire et le renforcement des capacités de FARDC, notamment à travers la formation de cadres et d'unités spécialisées dans un contexte marqué par les défis sécuritaires persistants dans l'est de la RDC. La proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo a été envoyée mercredi à la Commission politique, administrative, judiciaire et droits humains du Sénat, a déclaré Jean-Michel Samalukonde, président de la Chambre haute du Parlement, à l'entame de la séance plénière du jour. Et sachez que le réseau routier national a connu une augmentation significative depuis 2019, passant de 3 000 km à 8 000 km actuellement. L'annonce est du ministre des Infrastructures et Travaux publics qui était face à la presse mardi dans le cadre du briefing de presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition de 19h avec Christopher Ochokoum à la présentation. Entre-temps, Arlette Boutella poursuit avec Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et l'édition du journal qui va intervenir dans moins d'une heure. Oui, nous ouvrons déjà le bal avec le tout premier dossier du soir. À portée de main. 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.tele50.cd, sur Facebook, tele50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Le temps est venu, non pas d'écrire notre histoire, mais de la poursuivre. Nous croyons en vous. Quel est le but de tout ça? Monter la première expédition spatiale africaine de l'histoire. La Black Star Line. C'est de la merde. Vous allez pas y arriver, c'est perdu d'avance. Des Africains dans l'espace, non mais n'importe quoi. À quoi ressemblera le futur? Pour que les sciences et technologies répondent à nos rêves, à nos besoins et aux défis écologiques, des humains dédient leur vie à réinventer notre façon de vivre. Le soleil, il sera dans cet élément en forme de dé. Là, il y en a 9 comme ça, et ça fait un donut, ça fait un tor. Nos journalistes ont parcouru la France à la recherche de projets innovants pour le monde de demain. Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants? Qu'il n'y a aucune solution? C'est ça qu'on va leur dire?
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. Rien n'est plus puissant qu'une histoire qui nous fasse rire, pleurer, qui nous donne envie de nous retrousser les manches. Pour la première fois, nous allons mettre toutes ces solutions bout à bout et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h. Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec Décryptage, chaque jeudi à 21h30. Ça fait débat. Tous les vendredis à 16h, nos invités débattent du sujet principal à la une de l'actualité en RDC ou à l'international. Pour les amoureux du sport, votre rendez-vous à ne pas manquer. Suivez, Au cœur du sport. Chaque samedi à partir de 10h. Club 50, votre programme préféré chaque samedi à partir de 18h. Télé 50, simplement congolais. Et nous ouvrons le bal avec le sport, cette fête mondiale du football qui va donner son goût déjà demain. Christian Boucaille, analyste maison, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arlette, merci beaucoup. Aujourd'hui déjà on revient à l'affaire Visa pour les États-Unis. Ce n'est plus quelque chose à dire. D'abord la complication avec Ebola pour la RDC, mais on voit également qu'il n'y a pas que la République démocratique du Congo. Le dossier Visa et contrôle strict et cette restriction dérange, on ne peut plus plusieurs nations à la participation à cette Coupe du Monde, du moins pour le compte des États-Unis d'Amérique. Effectivement, on dira peut-être que tout a été fait à dessein pour que l'on arrive là. Quand vous regardez comment est-ce que les Américains se comportent, c'est comme si ils avaient accepté cette Coupe du Monde pour régler des comptes à certaines nations. Je reviens sur le cas qui a fait le plus mal, celui de l'arbitre somalien. Oui. Imaginez qu'on a trouvé toutes les formules possibles pour le meilleur sifflet africain, s'il vous plaît. Le meilleur arbitre de l'année 2025, mais qui finalement ne va pas concrétiser son rêve d'officier une des grandes messes du football mondial. Pourquoi ? Parce que voilà, les États-Unis, sans beaucoup de raisons, ont dit niet à son visa qui pourtant était valable. Alors on sait déjà que les États-Unis depuis un moment sont en conflit ou en froid avec la Somalie. C'est tout à fait normal, mais dans un cadre un peu beaucoup plus précis pour un arbitre et protégé par la Fédération internationale de football association, il fallait peut-être trouver des mécanismes. Alors ça fait très mal. Il y a l'Iran également qui se retrouve. Je vais parler de l'Iran, mais les Africains, regardez les confrères marocains, sur 42 journalistes, seuls 2 ont reçu les visas. 40. Si on s'est dit bon, la RDC, il y a Ebola alors au Maroc, au Royaume chérifien, où les gens, où on va dire, également connu bien évidemment. C'est-à-dire, en Afrique. Je dirais que les joueurs africains, le pays africain vont aller à cette Coupe du Monde étant mentalement diminués. Parce que déjà, vous allez jouer pour la plupart sans supporters, même pour les staffs techniques, et ajouter à cela d'autres complications du Canada et du Mexique. Bref, l'organisation n'est pas vraiment à la hauteur et ça craint. Alors que la Coupe du Monde n'a pas commencé, on sent déjà les 2 poids, 2 mesures, parce que ce qu'on fait aux Africains, on ne saura peut-être pas le faire aux Européens. Alors là, on s'est dit bon. Le Sénégal qui on a vu déjà la fuite. Vous voyez le contrôle. Regardez la façon dont on contrôle le joueur sénégalais, même les staffs. C'est vrai que la Fédération sénégalaise de football a essayé d'éclairer la lanterne dans un communiqué. Bon, il y a beaucoup de non-dits dans ce communiqué. Parce qu'ils ne veulent pas non plus se retrouver encore sur la sellette. Bien évidemment. Et tout ce qui s'est passé
en Coupe d'Afrique aujourd'hui. Est-ce que cela ne remet pas en question cette indépendance un tout petit peu de la FIFA, que le football est apolitique, il est indépendant et ils peuvent, dans un cadre assez restreint, prendre des décisions qui valent en ce qui concerne le football? Parce que, comme vous le dites, en ce net moment, on dira que mentalement, il y a certaines nations qui vont prester, mais avec sous fond de tension, peut-être des tensions politiques qui vont influer. Les cas de l'Iran, par exemple, qui ne va pas passer nuit, ne va pas passer nuit carrément aux États-Unis, qui a l'Iran préféré jouer de mettre son quartier général au Mexique et venir jouer et rentrer. Et on se dit, est-ce que ça valait la peine d'avoir cette organisation à format 3 nations qui, au finish, ne nous donne pas une bonne image de la fête du football mondial? Je pense que la co-organisation n'est pas un problème en soi, mais le problème c'est, on va dire, les États-Unis qui veulent profiter de cette Coupe du Monde pour régler des comptes aux gens. Parce que même le Canada, regardez cette histoire d'Ebola. Si les États-Unis n'avaient pas durci les tons, le Canada peut-être n'allait pas emboîter les pas. Parce que on a vu tout ce qu'il y a eu avec le vol à destination qui venait bien sûr de l'espace Schengen et puis qui a changé de direction pour atterrir à Toronto, déclasser le passager, un de passagers qui venait bien sûr de la RDC. Avec ça, le Canada s'est dit, si déjà les États-Unis refusent d'accueillir un certain nombre de personnes, c'est que moi aussi je ne devrais pas somnoler, je dois prendre des décisions sans réfléchir. Le Canada ferme toutes ses frontières. Peut-être que maintenant on ne se rend pas compte des conséquences néfastes qui pourront en découler. Au cas où la RDC se qualifie pour les 16e de finale, il y a un certain nombre de joueurs qui n'auront pas accès au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent encore le passeport congolais. Chancel Mbemba, Fiston Maël Kalala, une grande partie, on va dire une partie du staff technique. Si on peut nous aider également avec les images de préparation des matchs, des rencontres amicales. Alors avec ça, on s'est dit que tout a été fait. Alors pour répondre à cette question, moi je ne pense pas que c'est la co-organisation qui est à la base de ces problèmes, puisque je pense qu'en 2030, quand le Portugal, l'Espagne et le Maroc vont co-organiser plutôt la Coupe du Monde, il n'y aura pas beaucoup de stress comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'Iran. Les problèmes de l'Iran, le football, vous l'avez dit, il est apolitique. Pourquoi on devrait amener le conflit israélo-américain contre l'Iran ou le conflit israélo-iranien sur les terrains de football? Mais que dit la FIFA? Mais la FIFA ne dira rien. La FIFA devrait en principe s'exprimer sur cette question pour démontrer au moins leur soutien ou encore l'indépendance. C'est vrai que les nations sont souveraines, mais il y va de la réputation de la Fédération internationale de football association qui a accepté d'organiser ces compétitions dans toutes ces nations. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Déjà pour la participation, c'était devenu carrément un calvaire. Pour obtenir un visa, on amène les gens au Kenya. Ils y vont, mais ils n'obtiennent finalement au finish, pas. Il y a eu ils refus, rentrent, et aujourd'hui on dira que réellement la République démocratique du Congo ne va participer, mais pas réellement avec les supporters, à moins que ceux de la diaspora se mobilisent encore pour aller assister à ces rencontres. Mais du moins, les vrais, je n'allais pas dire les vrais, tous sont supporters. Les supporters venant directement de la République démocratique du Congo ne prendront carrément pas part à cette compétition. Ça fait trop mal, alors qu'il y a des supporters qui ont beaucoup dépensé en achetant des billets qui coûtaient extrêmement cher. Ils ont acheté des billets dans le système FIFA Pass pour avoir accès ou un traitement rapide au niveau de l'ambassade. Mais au finish, on vous dit, messieurs, en raison d'Ebola, on suspend temporairement l'octroi des visas ou toutes les démarches liées à l'obtention du visa. Bref, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Bon, c'est vrai que de l'autre côté, nous aussi, on a très mal communiqué sur cette épidémie, puisque l'épidémie s'est vue que dans une partie du pays, on pouvait bien voir comment communiquer pour ne pas effrayer le monde. En fait, ça, il y va du Conseil de ministres qui devait statuer sur cette question, d'autant plus que
les informations telles que ça évolue aujourd'hui, les informations ne sont pas disparates. Les questions sanitaires peuvent influer sur des matières bien précises. Et ça, mais c'est pas comme on le présente aujourd'hui. C'est pas comme on le présente aujourd'hui. On présente comme si le Congo est un coin invivable. C'est comme vous avez dit, la communication qui a été faite avec le ministère de la Santé autour de la question, c'est ce qui a alerté les gens. Parce que quand on a bloqué, oui, état d'urgence, oui, on parlait de ceci, on a débloqué autant de millions par l'OMS qui estime qu'il y a Ebola, alors que ce n'est que dans une infime partie de la République démocratique du Congo. Ça fait mal. Et puis, quand vous venez de la RDC, on vous regarde comme si vous venez d'un coin où, on va dire pas inhabité, mais un coin déclassé de la carte du monde. On vous dit non. Alors que nous, on est à Kinshasa, on vit, c'est vrai, on respecte les mesures. On dit pas qu'il y a Ebola. On reconnaît qu'il y a Ebola, mais la façon dont on a communiqué sur ces virus, ça laisse à désirer, maman Arlette. Bref, aujourd'hui, on s'est dit, l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, on va dire, c'est un véritable raté. Ça, il faut le dire. Il y a un raté puisque, imaginez une Coupe du Monde avec les animateurs venus fraîchement de la RDC. On l'a vu lors de la CAN. Ce sont des tam-tams, des volocos, ce charisme des Lumumba du haut des gradins. Je ne sais pas moi, la danse des Mundelendundu, ça manquera certainement aux supporters. Bon, on a trouvé, c'est vrai on va se rabattre sur le plan B, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis, de Kinshasa ou de la RDC aux États-Unis, va mettre à la disposition des supporters des billets. C'est vrai, ils viendront, ils sont tous Congolais, on est tous Congolais, mais ceux-là qui viendront ou qui allaient venir du pays pour l'organisation ne sera pas la même. Rejoindre ceux-là des États-Unis, ça allait donner un peu plus de tonus. Alors, je reviens sur la question de la co-organisation. Aujourd'hui, vous avez parlé de la FIFA. Mais qui dirait Gianni Infantino? On a vu comment est-ce qu'Infantino a cajolé Trump à la veille de la Coupe du Monde, en lui décernant des trophées de mérite pour la paix et consorts. Vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un qui vient vous vanter, nonobstant tout ce que vous faites, que vous vous comportez mal ou que vous affichez un comportement sordide, il vient vous dire non, vous êtes les meilleurs. Quelqu'un comme ça viendra vous dire la vérité en face pour vous dire non, c'est que vous faites là. Prenons même le cas de l'arbitre somalien. Au moins pour une fois, la FIFA allait hausser les tons. Exactement. Non, mais écoutez, messieurs, c'est l'un des meilleurs sifflets africains. On peut pas lui priver le voyage comme quoi son pays est rayé ou est dans la zone rouge des pays. Alors que lui réside plus en Turquie il passe moins de temps en Somalie puisqu'il est tout le temps en Égypte, tout le temps là où il y a des grandes compétitions continentales. Bref, l'organisation de cette Coupe du Monde ne donne pas la chance équitable à toutes les équipes ou à toutes les nations. Et à la base de tout ça, c'est bien sûr les États-Unis qui filtrent l'entrée de. Vous avez même vu la fuite. Ça veut dire vous avez les visas, mais là, même pour les visas, parlons-en. Ça veut dire la plupart des visas obtenus par les délégations africaines n'ont pas multiples entrées. Ça veut dire si vous entrez une seule fois, vous jouez la première journée. Ou vous assistez au match de la première journée, par exemple, à Atlanta ou à Houston, et que vous devez aller à Guadalajara pour le deuxième match, allez, dites-vous que vous n'allez pas regagner les États-Unis ou entrer de nouveau aux États-Unis. Mais disent les équipes elles-mêmes aussi, les nations. Mais la FIFA est là, la FIFA est là pour protéger les équipes. Lorsque la FIFA ne réagit pas, on n'a vu aucune fédération réagir quant à ce. Ouais. Apparemment, c'est un peu plus politique. Tous veulent se résumer à la politique. Il y a plus de football là-dedans. Alors que l'on sait que, par exemple, pour les prestations, il faille compter sur tous ces milliers de supporters. Parce qu'on doit le dire, au Canada, que ce soit au Canada, au Mexique ou encore aux États-Unis d'Amérique, les heures de suivi des matchs, c'est déjà un problème. Il y aura des matchs à minuit, il y aura des matchs à 3 heures. Ça veut dire que la grande partie africaine devra fournir énormément d'efforts pour suivre cette compétition. Et on le sait que déjà en termes de suivi et d'audimat, ça sera pas la même chose. Non. Parce que ce sera très souvent lorsque, par exemple, la RDC se décide de jouer son deuxième match qui sera à 3 heures, on se dit oui, ce sera plus les Congolais qui vont rester devant la télé et suivre, et pas d'autres nations qui ne vont pas forcément suivre normalement ces compétitions. On a vu le cas du mondial Chili et autres. Même Japon en 2002. Même Japon. On a vu que l'engouement était autre. Mais parlons quand même de la République démocratique du Congo. On a vu les préparatifs avec un match nul, une défaite. On se dit comment
déjà pour leur première sortie face au Portugal, on accorde de la chance à la République démocratique du Congo. D'aucuns restent sceptiques. C'est vrai que les supporters sont pour la République démocratique du Congo, mais sur le terrain, est-ce qu'on peut donner de la chance aux léopards de la RDC? Oui, il faut donner de la chance à la RDC. Retenez une chose, Arlette Boutella, que la RDC est une équipe atypique. C'est-à-dire, au moment où vous l'attendez le plus, elle vous déçoit. Quand vous l'attendez le moins, allez, elle vous surprend. J'en parle en connaissance des causes, parce que j'ai vu la RDC perdre devant le Sénégal à Kinshasa, face au Sénégal à la CAN. Je me suis dit, ce sera minimum 4-0, 4-1, mais c'était le contraire. C'était l'équipe de la RDC qui avait mis en doute l'équipe sénégalaise. N'eût été la bourde commise par Arthur Massakou, la RDC pouvait même gagner ce match-là. Bon, face au Portugal, c'est vrai que sur papier, on peut pas rivaliser au Portugal vu les forces en présence. C'est vrai que nous avons deux joueurs qui... Les enjeux également, parce qu'il faudra le dire, sera probablement la dernière Coupe du Monde de Ronaldo. Ouais, de Cristiano. J'ai même suivi une interview où Nuno Mendes dit s'il devra doubler les efforts pour que Cristiano puisse gagner la Coupe du Monde, il les fera. S'il devra courir 2 fois sur le terrain pour que les Portugal fassent un bon résultat, il les fera. Mais parlons de la RDC. Pour nous, moi, je pense qu'il faudra maintenant jouer pour limiter les dégâts. Qu'entre nous soit dit, on ne viendra pas c'est vrai que c'est un match de football, il a toujours 3 résultats, mais on ne viendra pas chercher directement la victoire. Ça veut dire, on viendra peut-être jouer pour limiter les dégâts, chercher un nul, sachant les qualités qu'il y a du côté du Portugal. Mais ça reste un match de football. Un match de football, personne ne pouvait croire que l'Arabie Saoudite allait battre ou pouvait battre l'Argentine. L'Argentine a perdu devant l'Arabie Saoudite, mais au finish, c'est l'Argentine qui a été championne du monde. Alors, on peut toujours mal commencer. La RDC peut toujours battre le Portugal, mais pour ne pas faire aussi grand-chose, parce que si on se dit seulement que la compétition c'est limite sur le match du Portugal ou contre le Portugal, on passera totalement à côté de la plaque. Je pense qu'il faut jouer chaque match comme si c'était une finale. C'est quoi l'objectif dans cette Coupe du Monde? Oui, nous, ça faisait 52 ans qu'on n'avait pas joué de Coupe du Monde. On nous revient, mais avec un autre mental. C'est-à-dire, en 74, en Allemagne, la RDC n'a pas proposé mieux. Cette fois-ci, il faut chercher d'abord à marquer des buts. Pour nous, marquer ne serait-ce qu'un petit but sera un exploit. C'est-à-dire un seul but, marquer un but dans une Coupe du Monde, donc on nous revient, on ne sera pas... Ouais. Le record de la dernière participation bien de évidemment. la RDC. C'est-à-dire on ne sera pas trop exigeant envers les léopards, mais on s'est dit on a une ossature aujourd'hui qui ne sera pas complexée. 80% de ce joueur évolue en Europe, vivent en Europe, contrairement peut-être à d'autres générations, on se disait, on allait se dire, ils viennent fraîchement du pays, ils sont peut-être complexés, jouer à minuit, tout ça, ils ont l'habitude de jouer au printemps, sous l'hiver, pendant l'été ou l'automne, je ne sais moi. Bref, il faut pas être complexé, c'est le Portugal. Essayons juste de mettre en place un système qui devra limiter les dégâts, puisque ça parle quand même Portugal. C'est vrai que Cristiano est peut-être au soir de sa carrière, mais vous avez Vitinha, Nuno Mendes, Rafa Leao, vous avez des bons joueurs, pratiquement dans tous les compartiments. De notre côté, oui, on a une défense expérimentée. Avec Wan-Bissaka qui a joué dans les top niveaux mondial, vous avez Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Massakou, même au milieu de terrain, vous avez Noah Sadiki qui revient, qui a fait une saison exceptionnelle chez Sunderland. Ils ne seront pas complexés, mais est-ce que le système qui sera mis en place permettra aux léopards de mieux s'exprimer? Puisque les contrastes... Mais déjà, suivre Sébastien Desabre, il a dit que déjà pour le deuxième match, quand les Congolais se sont un peu mis à râler sur le score du match, il a dit qu'il devait tester tous les joueurs pour savoir quelles sont les pièces qu'il a en main, pour savoir justement comment aborder chaque rencontre avec beaucoup de sérénité. Bon, ce qui est vrai, le coach, c'est lui le maître. On dit, s'il échoue, tout le monde va lui pointer du doigt. Oui. S'il réussit, on dira bravo coach, comme on l'a vu lors de la Coupe du Monde ou le match de barrage de la Coupe du Monde. Mais je pense que nous partons à cette Coupe du Monde avec beaucoup de lacunes offensives. Ça, on doit se le reconnaître. C'est simple. Regardez l'évolution de la RDC. C'est vrai que c'est une équipe qui marque moins,
qui encaissent aussi moins. Mais quand on veut aller loin dans une compétition, il faut marquer des buts. Il faut d'abord marquer des buts. La réalisation, aidez-nous avec les images, les images du match contre le Chili. Contre le Chili, voilà. On a diffusé même aujourd'hui. On a diffusé d'ailleurs aujourd'hui dans le corps du journal. Voilà. 13h. Alors, j'ai parlé de cet aspect des choses. Regardez le match. Depuis le match contre le Soudan du Sud, où nous avons marqué 4 buts, je crois c'était 4-1, face au Sénégal, on a marqué 2 buts, mais après c'est 1-0. Des fois c'est 3-0 face au Botswana. Il faut avancer. Je prends un exemple récent. Face à l'Algérie, on n'a marqué aucun but. Face à la Jamaïque, on a marqué un petit but. Face au Danemark, on n'a pas marqué de but. Face au Chili, on a marqué un petit but. Et le comble dans tout ça, ce sont les défenseurs qui se sont illustrés. Il y a Twanzebe qui nous a qualifiés au mondial. Joris Kaembe qui a marqué hier face à l'Aurora. Bon, ils font partie du groupe. Mais ce sont les défenseurs. Mais je me rappelle des propos de Jean-Florent Ibenge qui disait que le football d'aujourd'hui, c'est pas que forcément les attaquants qui doivent marquer. Mais c'est quoi leur rôle sur le terrain ? Il faudrait que tous aient la possibilité de se distinguer dans une occasion nette de but. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un atout, on peut prendre ça comme un atout, avoir des défenseurs qui sont arrivés à marquer et peut-être capitaliser cela pour... faire diversion, pourquoi pas. Mais ça devrait peut-être être une situation inquiétante, puisque quand les attaquants, parce que chacun sur un terrain de football, le gardien sait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire enrayer les actions de l'équipe adverse. Les défenseurs sait ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire défendre les actions contre son camp. Et les milieux de terrain, comme on dit, il est le milieu, le médiateur, ça veut dire jouer les ponts entre la défense et l'attaque. Les attaquants, leur rôle sur terrain, c'est de marquer d'abord des buts. Mais quand ils ne marquent pas de buts, ça doit nous inquiéter, puisqu'on s'est dit, bon, on dira, chacun sur le terrain sait ce qu'il doit faire. Bon, quand c'est un défenseur qui marque, on refuse pas. Parce que dans le football moderne, on voit même l'apport des latéraux dans le match de football, surtout quand ils jouent en piston. Oui, c'est bien beau. Mais quel est le rôle du numéro 9 ? Quel est le rôle des ailiers dans une équipe de football ? Si on doit dire non, ben, tout le monde peut marquer, mais les rôles des attaquants. Bref, on ira à cette Coupe du Monde avec nos lacunes offensives. Et ça ne date pas de maintenant. Mais alors, allez-y. C'est vrai qu'on a dit que la mission de Sébastien, c'est entre autres reconstruire l'équipe. Ouais. Et le mondial n'est qu'un bonus. Ouais. Parce que ce n'était pas réellement dans ses prérogatives d'avant. Le souhait, c'était se qualifier également pour le mondial, qui est un bonus, comme je venais de le dire tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans une démarche de refondation, de reconstruction de la sélection nationale. Un travail qui est en train d'être fait. Et disons-le, lorsque nous allons au mondial, c'est avec quel objectif ? L'objectif de participer, de parfaire cette sélection nationale qui est encore en pleine phase de construction et des consolidations, où on doit, notamment, comme on en a un tout petit peu l'habitude, de rêver un peu plus grand pour dire ouais, nous sommes au mondial et oui, on rêve déjà du titre. Ouais. Non, ce sera, je dirais, une ambition démesurée. Le tout, parce que vous avez abordé plusieurs points à la fois. Le premier objectif a été atteint, celui de se qualifier, puisqu'on ne peut pas comprendre que dans une Coupe du Monde à 48 nations et qu'il en soit absent, ça allait quand même être aberrant. Dans une Coupe du Monde où le Cap-Vert a réussi à se qualifier, où vous vous dites vous êtes la RDC, pays continent, manquer une fois de plus ces grands rendez-vous, ça allait faire mal. Ça, on dirait que le premier objectif a été atteint. Mais le second, c'est qu'il ne faut pas être ridicule, comme je le disais. Comme on l'a été en 74, on dira on a perdu que 2-0 contre le Portugal, contre le Brésil en 74 en Allemagne. Mais c'était quoi la suite ? Bref, aujourd'hui, on ne doit pas... Si je vous dis même que marquer un but pour nous, ce sera un exploit. Vous imaginez dans quel état nous sommes ? C'est-à-dire, marquer un but, si ça sera un exploit pour nous, c'est qu'on doit encore fournir des efforts. C'est vrai qu'on ne va pas demander plus à ces joueurs. Reconnaissons que nous avons encore de joueurs moyens. C'est vrai qu'ils évoluent en Europe, contrairement à d'autres nations. Vous allez voir, même quand nous jouons, même quand nous nous qualifions, c'est généralement sans
sans jouer réellement au football, c'est-à-dire faire le jeu, tout ça, football champagne. On a essayé de le faire face au Sénégal. Ça n'a pas beaucoup marché. Vous connaissez la suite. On a perdu. Lors de la CAN, nous avons mis en doute le Sénégal. Mais aujourd'hui, nous partons à la CAN avec des joueurs qui, pour la plupart, n'ont pas de temps de jeu en club. Nous partons au mondial avec la plupart des joueurs qui sont au soir de leur carrière. On s'est dit, le coach a essayé de couper la poire en deux. Il s'est dit, ces joueurs se sont battus bec et ongle pour que l'on soit au mondial. La meilleure façon de les récompenser, c'est de les sélectionner pour la Coupe du Monde. À peine Théo Bungonda a joué quelques minutes. Il n'a même pas joué, ça il faut le dire, avec son club. Il était pratiquement sur le banc. Chancel a profité de l'absence de son concurrent direct chez les Dogs pour jouer quelques matchs. Lionel Passy, notre gardien de but sur qui nos espoirs reposent. Il était, quand il est revenu ou rentré de la CAN, il a disputé quelques minutes plutôt avec son club, le Havre. Alors, bref, ça fait mal. Parce que quand on regarde ce que fait exactement nos joueurs en club et en sélection, on s'est dit c'est le jour et la nuit. Ailleurs, ils sont peut-être pas titulaires, rares sont titulaires. Mais comment vous voulez qu'on gagne plus? Comme on dit dans la Bible, comme Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Nous irons à cette Coupe du Monde avec la force que nous avons. Oui. Aujourd'hui, on décrit l'inefficacité de Bakambu devant le but. Mais que fera le coach? Là où je condamne les coachs, c'est au niveau de la sélection. Il devait, dans un premier temps, aller chercher ces oiseaux rares qui étaient encore là. Il pouvait bien garder son ossature de base, son groupe, son système, mais renforcer quand même la ligne d'attaque qui passe des moments difficiles depuis belle lurette. Aujourd'hui, on y va à la Coupe du Monde, on se dit, une fois bloqué, comment s'y prendre? Mais moi, je ne voudrais pas qu'on parle individualité, je voudrais qu'on parle du groupe. Aujourd'hui, s'il faut parler du groupe, nous avons un groupe qui essaye d'émerger. Parce qu'il y a la symbiose entre la jeunesse et l'expérience, puisque quand on convoque Gaël Kakuta pour la Coupe du Monde, vous pensez c'est vraiment pour jouer ou c'est pour les récompenser? Bon, il faut faire avec. Gaël fait partie des joueurs qui ont mouillé les maillots, comme on aime les dire. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même le mettre de côté. C'est vraiment un rêve pour lui. C'était un rêve pour lui de jouer la Coupe du Monde. C'est même pas question de ça. Il y a aussi les ténors quand même. On a vu avec les Rigobert Song. Il y a eu des compétitions comme ça où il était là tout simplement comme doyen de la sélection. C'était pas forcément pour jouer, mais pour booster le mental, pour redynamiser l'équipe au moment où il le faudra. Donc, on ne peut pas non plus tenir des sabres. Mais il fallait faire l'équilibre. Rigueur. Il fallait faire l'équilibre. C'est-à-dire, les doyens sont là. Cédric Bakambu, c'est un doyen. Chancel Mbemba Mangoulou, c'est un doyen. Même Arthur Maswakou, il a passé beaucoup de temps dans la tanière, c'est un doyen. On aura combien de doyens dans la sélection? Bon, Gaël Kakuta, je l'apprécie beaucoup. On a vu le match qu'il a fait face au Botswana lors de la dernière journée de la CAN. Mais je me dis, quand on veut être exigeant, qu'on doit toujours se poser les questions, ou la question de savoir, nous avons quel joueur? Parlons d'exigence, justement. Et ce sera compliqué. Parlons d'exigence. Aujourd'hui, si hier, il y avait des prétextes avec le comité de normalisation, aujourd'hui, nous avons des comités, que ce soit au niveau de la Fédération congolaise de football, association, de la Ligue nationale de football, et de la Ligue nationale de football de jeunes, la Ligue nationale de football féminin. Aujourd'hui, on va parler des clubs qui se distinguent. Parlons de la Ligue nationale de football. Nous avons des clubs tels que Maniema Union, les Aigles, les Anges Verts, Don Bosco, Lupopo, Simba, Vita Club, le Daring Club Motema Pembe. Autant de clubs qui se distinguent, et on sent évidemment que le challenge, il est là, Lupopo, Mazembe également. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut rêver qu'après le mondial, qu'il y ait véritablement une politique de révalorisation des joueurs locaux à tout le niveau pour que finalement le championnat d'élite, qui est le championnat de la Ligue nationale de football, puisse revêtir de sa plus belle robe également, avoir tout cet engouement qu'il y a toujours eu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va relever quand même ces incidents survenus au cours de stade. On sent évidemment qu'il y a ce challenge quand même au niveau des clubs, mais il faudrait reconnaître qu'il faille aujourd'hui développer une politique générale pour permettre cette visibilité à tous ces clubs, mais aussi à revenir au bon sentiment, permettre aux supporters de revenir au bon sentiment en ce qui concerne le football.
Je pense qu'il faudrait accorder le bénéfice du doute à l'actuel comité de la Fédération congolaise de football, l'association Véran Monsengo. J'ai personnellement pris soin de lire son programme axé sur 4 axes majeurs, si vous me passez la tautologie. Bref, dans son programme, le championnat national est pris en compte. Bon, il est arrivé en cours des saisons, on peut pas dire messieurs nous voulons du changement hic et nunc, on laisse quand même la saison 2025-2026 s'achever. Maintenant on l'attend à l'œuvre, on les tient à l'œil, comme aime dire mon confrère Jean de Dieu Mukendi, c'est-à-dire la saison 2026-2027. On devra voir la patte du comité Monsengo. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays de plus de 120 millions d'habitants, qu'il n'y ait pas un joueur qui vient directement du championnat national. On nous dira, Chancel Mbemba de Kinshasa, il vient, il tire ses racines. Non, mais on nous dira, il vient des MK, il est passé par là. On nous dira que Fiston Maël et Kalala, tout ça. C'est vrai, on ne refuse pas, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais le vrai problème, le vrai souci, c'est que vous avez aujourd'hui les Aigles du Congo, vous avez Maniema Union, vous avez le tout-puissant Mazembe, vous avez V-Club. S'il n'y a pas un joueur, ne serait-ce qu'un seul, pas deux. Chez Mazembe, il n'y en a pas chez Maniema Union, il n'y en a pas chez V-Club, il n'y en a pas chez les Aigles du Congo. Tous les joueurs qui sont sélectionnés par Sébastien, bon, vous avez parlé des doyens, il y a ceux-là qui ne vont peut-être pas beaucoup jouer. Bref, je ne voudrais pas revenir sur le débat entre les binationaux et les joueurs de la Ligue nationale de football. Mais ça devra nous interpeller. Si au finish, nous n'avons pas de joueurs sélectionnés en équipe nationale, ça voudrait dire que notre championnat est quasi inexistant. Parce que c'est quoi le résultat? Quand un joueur, c'est qu'en fournissant beaucoup d'efforts, il sera convoqué à l'équipe nationale, il se dira, oui, maintenant je dois le faire. Mais ça devra aussi, en revers de la médaille, là où je ne suis pas d'accord, à un moment on donne raison, c'est nous-mêmes qui donnons raison à Sébastien Desabre. Organisons bien les choses. Aujourd'hui, vous partez suivre un match de football, vous regardez comment est-ce que le joueur se comporte, vous vous dites, mais est-ce ce joueur ici, c'est qu'il peut être grand, c'est qu'il peut être comme Chancel Demain. Le joueur vient, il y a la corruption déjà. Les équipes, je ne voudrais pas ici indexer directement le joueur. Les équipes, vous voyez, des matchs arrangés, on sait que bon, X joue contre Y. On sait déjà que Y va perdre ce match. Vous n'allez pas me dire que les matchs arrangés, c'est seulement ici au championnat national. Non, pour nous, il y a même en Europe, il y a même des matchs arrangés pour les parieurs. Mais pour nous, est-ce que cela dénote de l'attitude de l'athlète qui joue sa carrière sur l'aire de jeu? Non, vous savez un athlète à qui conviendrait avec moi que mais vous savez un athlète à qui on dit cela relève de la politique nationale du football. Mais vous savez un athlète à qui on dit monsieur, faut pas forcer les choses, vous voyez, on avait déjà perçu. En tout cas, avant de venir sur ce plateau, j'ai assisté au match V-Club Maniema Union. C'est 2-1. C'est vrai qu'il y a huis clos. Je ne voudrais pas parler de ce match-là. Bon, certaines décisions arbitrales, bon, ça fait partie du jeu. Mais aujourd'hui, un joueur à qui on dit, monsieur, il faut pas forcer, puisque, bon, il est toujours idéal là, système déjà, au forcer. Vous voyez vraiment un attaquant entrer dans la surface des réparations. Les défenseurs sont là, en train de les dévisager. Ils font semblant de tomber, tout ça. Avec ça, quand ce championnat est diffusé sur le plan international, même les recruteurs, pensez-vous vraiment que des bons managers, des recruteurs viendront, voilà, même s'ils ne sont pas, les joueurs ne sont pas sélectionnés en équipe nationale, mais ils peuvent quand même être sélectionnés ou être recrutés pour des grands ou par des grands clubs. Pourquoi on ne les fait pas? Parce que nous-mêmes avons négligé la base. La base, c'est le championnat national. Regardez le championnat d'il y a 10 ans. Regardez le championnat d'il y a 5 ans, ben, pas plus tard qu'en 2017-2018, quand V-Club jouait encore la finale de la Coupe de la Confédération. Il y avait des talents, on pouvait citer des joueurs. Mais aujourd'hui, le grand public a du mal à vous citer 10 joueurs. C'est-à-dire vous citez différents joueurs, 5 joueurs dans les 5 grands clubs du pays. Mazembe, Maniema Union, Lupopo, les rares qui essaient de se démarquer, bon, sont là, mais
la politique pour accompagner cette progression n'existait plus. Aujourd'hui, on a parlé du comité parce qu'on se disait il manquait du 109. Il y en a maintenant parce qu'il y a eu élection à tous les niveaux. Il manquait du 109, il manquait de l'argent. Il y en a maintenant, on espère. Le président de la République a promis 2 millions pour subventionner les équipes qui jouent le championnat d'élite. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de plaintes la saison prochaine comme quoi X n'a pas pu voyager, Y n'a pas pu faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, même la cagnotte. La cagnotte qui dit champion, c'est à peine, bon, avec Illico Cash, c'était $100,000. Cette saison, ce sera $150,000. Alors qu'Illico donne une somme avoisinant $1 million. Si les clubs savent qu'à la fin de la saison, j'aurai droit, si j'ai fini premier, j'aurai droit à $1 million. Maman, j'ai tendance à vous appeler maman Arlette Boutella. J'ai encore en tête ces élections de la Ligue nationale de football féminin. Je referme cette parenthèse. Vous pensez, pour une cagnotte d'$1 million, il y aura des équipes qui viendront jouer des matchs arrangés? Non. Tout le monde va préparer son équipe pour gagner. Mais si au finish, on se dit on va gagner quoi? Non, à peine $100,000. Et c'est pour le premier, c'est pour le champion. Le deuxième, il gagne quoi? Le troisième, il gagne quoi? Papa, mieux vaut venir jouer. Ah, moi, je ne suis pas en bonne posture. Si vous me gagnez, vous allez rafler ou gagner le titre. Pas de souci, donnez-moi de l'argent. Moi, je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Je joue le maintien. Je vous aide à atteindre vos objectifs. C'est ce qui tue le championnat national. Les équipes ne veulent pas se donner à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a même des images qui sont là de corruption. Ce sont des choses qu'on arrive peut-être pas, les journalistes, la plupart ont peur de les dénoncer. Quand vous voyez déjà des matchs arrangés, des vidéos qui circulent comme quoi X a corrompu, mais pourquoi on n'ouvre pas des enquêtes pour sanctionner les coupables? Que les journalistes veulent dénoncer quoi, puisque vous dites qu'il y a des images, il y a ceci, pourquoi les organisateurs ne s'auto-saisissent pas de ces preuves-là pour... Je lave directement les journalistes, mais les organisateurs, vous voyez des images, et vous voyez l'argent, et vous pouvez bien contextualiser le mouvement, ça veut dire l'argent vient chez X, ça va chez Y. Bref, notre championnat national, ça nous fait mal. Quand on grandissait, on avait l'habitude de voir l'engouement qu'il y avait à 24 heures du derby, par exemple, à Kinshasa. C'est pas à Bokaya de vous apprendre l'engouement qu'il y avait seulement à Kinshasa. Je ne parle pas de Boende. Le championnat de l'Epefkin en plus. Ouais, je ne parle pas de Boende, je ne parle pas de Mbandaka, je parle de Kinshasa. Encore moins à Kisangani, à Kinshasa. Vitajou Mazembe, une semaine déjà. Vous sentez l'engouement dans la capitale. Il y avait la vente de maillots. Vous voyez les supporters qui étaient fiers d'arborer le maillot de leur club. Est-ce le cas aujourd'hui? On doit se poser de bonnes questions. Pour qu'il y ait télévision, enfin, je dirais, sans téléspectateurs, il n'y a pas télévision. Sans auditeurs, il n'y a pas radio. Sans spectateurs, il n'y a pas, ou sans supporters, il n'y a pas football. C'est-à-dire, on doit d'abord mettre en place des mécanismes pour sensibiliser les supporters. Ce sont les supporters qui, en réalité, donnent du tonus au championnat national, dans les coins et recoins de la capitale. Quand il y a cette ambiance, on viendra. Mais ces supporters-là aussi, on devra lui inculquer le fair play. Puisque un match de football a 3 résultats. Une victoire, une défaite, un match nul. On a vu le match... Fair play, à qui le dit, on a vu le PSG, hein. C'était pas Kinshasa. Non, mais le fair play, bon, ce sont des mauvais exemples qu'il ne faut pas. Malheureusement, c'est ça, ce sont des exemples isolés parce que le Real Madrid, ça fait belle lurette qu'on a vu ses supporters se comporter comme ça. On parle des clubs, alors des anciens ou des grands clubs. On ne peut pas prendre un exemple isolé pour les généraliser. Ce qu'a fait le PSG à l'issue ou après son titre face à Arsenal, c'est à décrier. Mais à Kinshasa, nous, on n'a pas encore atteint les niveaux du Paris Saint-Germain. Nous, on a encore 20 clubs. On a Mazembe, on a Imana, aujourd'hui qui disparaît petit à petit. Pourquoi? Parce que les dirigeants ne jouent pas correctement. Est-ce qu'aujourd'hui, il faille considérer cela comme tel? On va d'ailleurs terminer par là. Ouais. Puisqu'on parle football, on doit se dire qu'il y a des nations il y a des clubs qui doivent être considérés aujourd'hui comme des patrimoines de la République démocratique du Congo. Notamment, il y a ces clubs où on peut parler des Aigles, qui est un club individuel, ce qui est différent aujourd'hui de parler du Daring Club Motema Pembe, qui n'est pas un club individuel aujourd'hui. Le Daring Club Motema Pembe, ce sont des nations qui sont considérées comme des patrimoines sur le plan sportif. Aujourd'hui, quel est l'apport du gouvernement pour consolider cette nation? C'est ce club qui se meurt petit à petit. Oui, aujourd'hui, on parle de l'SV Club. Quels sont les efforts du gouvernement pour consolider, donner suffisamment, je dirais, une politique assez
assez solide pour consolider ces clubs, parce qu'il faille de la réputation des équipes, des villes, notamment des clubs comme Lupopo, les clubs comme le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ce sont des clubs qui ne doivent pas en réalité fonctionner seulement avec leurs propres moyens. Ils doivent fonctionner avec cette politique générale, parce que, si on doit le dire, les Vita Club et Darek Club Motema Pembe, pourquoi on les a enlevés, les Mazembe et autres, pourquoi on les a enlevés dans les championnats provinciaux? Pourquoi? Parce que dans la politique générale, c'était considéré comme des clubs VIP pour l'image de la République démocratique du Congo. C'est ce qui tue même le football ou le club congolais. Le fait de penser qu'on est le patrimoine du pays, c'est-à-dire même si on fait ceci, l'État c'est pas que le fait de penser. On les a mis dans ces conditions-là. Voilà. Parce que en les enlevant automatiquement du championnat de l'EPFKIN, ça voudrait dire qu'ils sont automatiquement qualifiés pour la Ligue nationale de football. Heureusement, donc ils ne peuvent même pas être relégués en division inférieure. Heureusement que ça encore c'est une problématique. Heureusement que le football n'a pas commencé au Congo. Heureusement que le football n'a pas commencé au Congo. Parce qu'on voit le Barcelone jouer le championnat on voit ailleurs. Parce que vous parlez du Barça. Vous savez que même à une époque, le Barça, même à peine le Barça commence à retrouver son souffle financier. Même le Barça était dans le pétrin après la Covid. Le Barça ne pouvait pas garder Léo Messi suite aux difficultés financières qu'il a rencontrées. Ça veut dire que ça arrive à tout le monde. Ça, d'abord, il faut se mettre en tête. Et dans tout ce qui est arrivé au Barça, on n'a pas vu le gouvernement catalan, enfin, le gouvernement espagnol dire, bon, vous voyez... C'est pas le même contexte, hein? Non, je vais finir. Pas le même contexte. Non, je vais finir. Ça veut dire... que dans la politique nationale, il y a cette subvention en coulisses qu'on octroyait aux clubs. Non, je ne suis pas contre... je vais parler de la subvention du gouvernement congolais à ce club, mais on ne devra pas d'abord se mettre en tête que nous sommes 20 clubs, nous sommes Imana, même si nous accumulons des dettes, le gouvernement nous viendra en aide. C'est ce qui tue même le foot, parce que quand on vous élu président de coordination, ça veut dire que vous devez amener une politique pour les rayonnements et le développement du club. Mettez en place des systèmes, des mécanismes efficaces. Les clubs de football sont des ASBL, c'est-à-dire les ASBL vivent des cotisations des membres. Ce sont des organisations, on va parler d'une organisation interne qui ne concerne pas le gouvernement. Parce que le gouvernement doit subventionner les équipes nationales. Le gouvernement doit, à la limite, s'occuper du championnat national, voir comment mettre les clubs dans des bonnes conditions. Mais quand vous, club, vous rencontrez des difficultés, vous demandez au gouvernement de vous venir en aide, c'est que l'autre club aussi dira, non, vous avez fait à X, faites ça aussi pour moi. Parce que nous avons tous un seul père qui est l'État congolais. Donc, on devra déjà élaguer cette idée de nos têtes, comme quoi il y a des patrimoines, on ne refuse pas. Quand on parle de club Mazembe, Imana, qui ce sont des patrimoines nationaux, c'est par rapport à leur histoire, par rapport à leur passé. Mais étant patrimoine, ils ne devaient pas se comporter comme des clubs de 10 ans, comme les clubs de 15 ans. Vous avez des clubs aujourd'hui qui ont plus de 80 ans d'existence, mais qui n'ont pas de stade. Nous sommes arrivés à la fin. Vous trouvez ça normal? Nous vous disons ils n'ont même pas de terrain d'entraînement. Mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Vivement les réformes au sein des clubs également. Ça va beaucoup nous aider. Et qui va également aller avec une politique nationale qu'il faille implémenter avec le nouveau comité. Mais ça fait mal. En tout cas, permettez-moi, quand on donne de l'argent au FC Barcelone, en tout cas, autant on a trouvé des formules pour justifier les fonds donnés à Barcelone, autant on devra aussi trouver des formules pour mettre nos clubs dans les bonnes conditions, puisque la meilleure façon de vendre l'image du pays, c'est d'organiser les choses sur le plan interne. Et à chaque fois que ces clubs-là commenceront à jouer, par exemple, en Tanzanie, jouer la finale de la Coupe de la Confédération en Égypte, vous voyez par exemple la RDC, cœur de l'Afrique, on se dira, ce sera la meilleure publicité. Donc il faut trouver vraiment des formules pour venir en aide aux clubs quinois. Bon, les clubs congolais en général, pas seulement quinois. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. On n'a pas vu le temps passer. Je crois d'ailleurs que les téléspectateurs non plus n'ont pas vu le temps passer. Ouais. Nous sommes arrivés à la fin de ce Kinshasa Direct spécialement plateau football avec la Coupe du Monde qui va donner son coup d'envoi déjà demain. Bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo et grand merci à vous. Et donc, merci beaucoup. On sait déjà le plateau grâce à Lambo pour la grande édition du journal.